Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du Dev du jeudi. Donc aujourd'hui, on va parler d'HTML5 Builder. Donc on va voir comment créer des applications web avec donc des applications web PHP d'abord. On parlera un peu de JavaScript. On parlera du déploiement des applications, savoir comment ça se passe. On parlera de la connexion aux données. On parlera de la connexion à DataSnap. On parlera également de HTML5 et de CSS3. Voilà, toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans le HTML5 Builder. Donc juste pour rappel, HTML5 Builder, je rappelle que c'est un produit qui peut être acheté tout seul. Et que par contre, vous pouvez également acheter le RAD Studio, qui du coup comprendra, en plus du Delphi et du C++ Builder, le HTML5 Builder. Donc on ne parlera pas aujourd'hui de la partie mobile sur le HTML5 Builder, puisque la prochaine fois, il y a un autre épisode, alors pas la semaine prochaine, puisqu'il y a un jour férié le jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension. Mais donc dans 15 jours, on se retrouvera, on reparlera de HTML5 Builder, mais de toute la partie mobile et notamment de comment créer sur les différentes plateformes. Là, on ne parle pas aujourd'hui de la partie mobile, seulement de la partie web plus traditionnelle. Un petit rappel sur les nouveautés. Je rappelle qu'il y a très peu de temps, il y a le RAD Studio X4 qui est sorti. Je rappelle que la principale nouveauté du RAD Studio X4, c'est l'arrivée du développement pour iOS, du développement natif pour iOS, d'accord, directement dans le Delphi, pas dans la partie C++ Builder, mais dans le Delphi, oui. Donc le RAD Studio X4 est disponible, donc le Delphi X4 bien entendu de la même manière. Comme je l'ai dit juste avant, la partie développement mobile iOS est disponible seulement dans le Delphi. Ça va arriver ensuite sur la partie C++ Builder, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Je rappelle qu'on crée bien des applications natives, d'accord, donc le développement pour iPhone et iPad. On a toute une série de composants qui sont disponibles pour ce développement mobile, pour également pouvoir piloter le téléphone et ainsi de suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Dans 3 semaines à peu près environ, on aura un épisode du Dev du jeudi qui sera dédié à ce développement et on créera une application justement pour iOS. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Donc ça, c'est la nouveauté, le RAD Studio X4 qui est arrivé. Suite à la sortie du RAD Studio X4, vous pouvez bénéficier de 10% de remise jusqu'au 22 mai. Pardon. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus, si vous avez des questions ou autres. Donc la possibilité de bénéficier de 10% de remise si vous achetez jusqu'au 22 mai. Je rappelle également que les composants FireDAX sont disponibles. Les composants FireDAX, c'est des composants d'accès aux données qui vont vous permettre d'accéder aux principales bases de données du marché. Si vous êtes en X3 ou si vous-même vous avez déjà acheté une X4, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement de FireDAX, d'accord. Dans ce cas-là, il faudra aller récupérer
n'est pas très rapide aujourd'hui. Pour ceux qui ont X3, il faudra aller récupérer donc sur ce lien-là la version de FireMac et l'installer directement. Pour ceux qui sont X4, pareil, il y a un lien, vous pouvez le récupérer sans problème. Sinon, il existe, donc ça c'est valable seulement, encore une fois, si vous êtes en version entreprise minimum, d'accord, entreprise Ultimate ou architecte, Dura Studio, Delphi ou C++ Builder. Si jamais vous êtes en version professionnelle de Delphi, C++ Builder ou Dura Studio, il existe une offre de lancement, d'accord, avec un tarif pour pouvoir bénéficier du pack sans avoir forcément besoin de passer sur la version entreprise. Voilà, donc là encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. Ok. Les dernières offres, ça concerne le HTML5 Builder. On essaiera de, si on a le temps aujourd'hui, de jeter un œil à la Platinum Grid. La Platinum Grid est donc une grille qui va nous permettre, je le lien, hop, qui va vous permettre de bénéficier d'un composant qui vous permettra d'avoir une grille vraiment plus importante que ce que vous allez pouvoir trouver en standard. Voilà, donc ce genre de grille, comme on voit à l'écran, la possibilité de déplacer les colonnes, la possibilité de modifier l'ordre des tris, d'accord, la possibilité de mettre des fils, enfin bon, on voit qu'on a pas mal de types de colonnes différents, avec des checkbox, avec des boutons, ainsi de suite, avec des liens. Donc vous avez possibilité, à partir du moment où vous avez le HTML5 Builder, où vous avez le RAD Studio, de bénéficier d'une version light de la Platinum Grid, que vous pouvez récupérer encore une fois hop, on est là. Encore une fois, c'est une version light de la Platinum Grid. Il existe bien entendu chez Geomitech qui fait la Platinum Grid, une version complète sur ce lien-là. Vous pouvez avoir des informations sur la version complète. Je vais juste vous trouver le lien où vous pouvez récupérer la version light de la Platinum Grid. Et je ne sais pas si c'est la connexion aussi par Marcadero qui est fatiguée ce matin. Vous devez être plein à télécharger la X4, ça doit être pour ça. Mais quand tu veux.
Bon, on va le laisser travailler, on va continuer. Quand je vais à la fin, je vous donnerai. Ok, c'est fini pour les offres et les nouveautés actuelles. En attendant qu'il veuille bien se réveiller sur ce lien, on va passer aux choses sérieuses. Et on va parler du HTML5 Builder. Donc HTML5 Builder, c'est l'outil qui va vous permettre de faire du développement web, PHP, HTML5. Bien entendu, vous pourrez faire du JavaScript, utiliser les CSS, pas de problème là-dessus. C'est un IDE qui va reprendre certains fonctionnements de Delphi, d'accord, du RAD Studio, comme vous avez l'habitude de l'avoir. Par contre, on est bien d'accord que c'est un IDE dans lequel on va coder en PHP, en JavaScript, et certainement pas en Delphi. À aucun moment, on va mettre du code Delphi. On va retrouver des raccourcis de l'IDE, du RAD Studio, du Delphi, et ainsi de suite. Des manières de faire, des manières d'utiliser l'IDE, mais ça s'arrête là. Toute la partie code restera du développement web, PHP, JavaScript. Donc bien entendu, il faudra se pencher un petit peu sur la documentation du PHP, du JavaScript, histoire de bien comprendre ce qu'on fait, de savoir ce qui est faisable. Quand vous allez lancer l'outil, vous allez arriver sur cette partie-là, d'accord, dans laquelle vous allez trouver différentes possibilités. Dans Nouveau, on va trouver les types d'applications qu'on va pouvoir créer. On va continuer après pour voir comment ça se passe. Vous avez également une rubrique qui est intéressante, pardon, qui est la partie aide, puisque dans cette partie-là, vous allez pouvoir trouver non seulement l'aide du HTML5 Builder, l'aide sur la RTCL, c'est la librairie de composants visuels, et vous allez également trouver les manuels PHP, jQuery, jQuery mobile, FabGraph, et ainsi de suite. Donc, ça sera intéressant également d'aller se plonger là-dedans, de manière à pouvoir voir voilà, comment utiliser jQuery, comment utiliser le PHP, et ainsi de suite. Donc ici, on est sur l'accueil. On verra plusieurs fois que l'on a la possibilité d'y revenir et comment ça se passe. On voit dans Nouveau qu'on a la possibilité donc de faire des projets HTML5 Builder. Je vais trouver deux types de projets différents, les projets mobiles, mais on a dit que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Et on va trouver des projets web plus traditionnels. À chaque fois, on remarque que ce soit les projets mobiles ou que ce soit les projets web, on va trouver deux types d'applications, les applications web clients et les applications web serveurs. On va revenir là-dessus justement pour expliquer la différence et voir ce que c'est. Est-ce qu'il a fini? Oui, il a enfin fini. Ok, donc on devrait trouver... Voilà. Donc ici, vous avez le lien vers la Platinum Grid. Je vais envoyer ça à tout le monde. Ok. Donc on l'a vu, j'ai possibilité de créer des projets HTML5 Builder. En dessous d'un fichier, si je vais dans Fichier, je vois le type de fichier que je peux créer. Donc des modules de données, des pages clients, des pages mobiles, des pages serveurs, des thèmes mobiles. Encore une fois, on ne viendra pas de cette partie-là aujourd'hui, des unités clients, des unités serveurs. J'ai également une autre rubrique au-dessus qui est Autres projets, autres fichiers. Si je vais sur Autres projets, je vais pouvoir créer des applications serveurs SOAP, des projets vierges, des applications console. Et dans Autres fichiers, je vais me rendre compte que je peux créer tous les types de fichiers, en tout cas tous les principaux types de fichiers web qui existent, à savoir des feuilles de style, des fichiers XML, des feuilles de style XSL, des pages HTML, des scripts SQL si j'ai besoin, des
fichier texte traditionnel. Voilà. Module client DataSnap REST, on verra ça justement quand on parlera de la partie DataSnap, je pense que ce sera plutôt cet après-midi. Et également des composants, puisque bien entendu, l'outil est basé sur des composants, toute une série de composants visuels qui constituent la librairie de composants qui sont dans HTML5 Builder, et on a bien entendu possibilité de créer ses propres composants. On ne parlera pas forcément aujourd'hui des composants dans HTML5 Builder, mais il faudra avoir des possibilités de le faire. Donc si on revient sur les projets HTML5 Builder, on l'a dit, il y a deux différences, c'est des applications web server et des applications web client. On va commencer par créer des applications web server, on reviendra sur la partie web client, on expliquera un petit peu la différence entre les deux. Donc si je décide de créer une application web server, on va tomber donc dans l'IDE avec ma partie dans le développement. D'entrée, je vais retrouver des choses qui sont similaires au RStudio. Hein. C'est dans la partie centrale, je vais bien retrouver l'équivalent de ma forme quand je suis en Delphi. Donc ici, c'est ma page web, hein, en fait. Hein. On voit bien ici que je suis sur une unité PHP, d'accord. Je vais trouver ici ma structure, je vais trouver ici l'inspecteur d'objets, d'accord, avec des propriétés, ok. Je vais trouver un onglet événements et un onglet JavaScript, on expliquera la différence entre les deux. Et sur la partie droite, je vais retrouver ma palette d'outils, donc ma palette de composants, ok, je retrouve une série de composants. Et en dessous, l'explorateur de données qui va me permettre de définir les connexions à les bases de données. J'ai une série de boutons en haut qui vont me permettre d'accéder à différentes choses, d'accord, de créer des nouveaux éléments, d'ouvrir, d'enregistrer, de tout enregistrer, ok, ouvrir un projet, enregistrer le projet sous, ajouter ou retirer au projet, fermer l'unité à laquelle je suis, tout fermer, utiliser l'unité, voir les fiches, exécuter sans débugger, exécuter en mode debug, les boutons qui me permettent de faire du pas à pas, ok, que le provider, toute une série de boutons qui vont me permettre d'accéder aux fonctions principales de l'outil en développement. J'ai également, bien entendu, en dessous sur l'unité elle-même, toute une série également de boutons qui vont me permettre de verrouiller les composants, de voir le code qui serait généré, d'accord. Donc on le verra avec les composants, en fait, que lorsqu'on regarde ça, on verra le code qui est généré directement, les couper, les copier, les coller, et ainsi de suite. Ici, j'ai accès à certains menus également, donc je peux passer de la partie code à la partie conception, mais comme on est dans les mêmes principes que le RStudio, je pourrais également, avec le F12, passer de la partie code à la partie conception. On voit bien qu'une fois que je suis sur la partie code, l'IDE s'adapte, d'accord, et bien entendu, j'ai plus accès à la palette de composants. On remarque également sur la partie gauche et droite, hein, ces deux flèches qui vont permettre de réduire tout simplement ce qui est visible sur la gauche et sur la droite. Donc sur la gauche, on va retrouver la structure. En cliquant ici, je pourrais la réduire directement de manière à augmenter la taille de la zone de code. Et sur la partie droite, on a les templates. Je vois les différents templates qui sont disponibles que je vais pouvoir utiliser. Les templates PHP, bien entendu, les templates de code. Je vais pouvoir réduire également, et donc du coup, je me retrouve avec la partie centrale qui prend beaucoup plus de place et donc qui peut être plus pratique pour coder. De la même manière, quand je suis sur la partie conception, je vais retrouver ces panneaux à droite et à gauche, d'accord. J'ai possibilité également de réduire directement avec ces flèches, de manière à avoir une partie conception qui soit beaucoup plus importante. Il suffit de recliquer dessus ensuite pour pouvoir y avoir accès.
De la même manière, comme on l'avait dans le RAD Studio, on retrouve au-dessus de chaque panneau la possibilité de réduire le panneau, d'accord, directement avec les flèches qui sont ici. J'ai la même chose de l'autre côté. Ok. Donc je suis sur ma page web, d'accord. Encore une fois, je suis bien sur une page web, je ne suis pas sur une forme. Je l'ai dit tout à l'heure, même si on reprend les principes du RAD Studio, dans les raccourcis, d'accord, le F12, le F9, tout ça c'est des raccourcis qui existent toujours. On voit bien lorsqu'on passe dans la partie code que je suis bien sur une unité PHP, comme le nom d'ailleurs de l'unité ici l'indique. J'ai bien ici l'ouverture de ma balise PHP. J'ai bien ici la fermeture de ma balise PHP. Et on est d'accord, tout le code qui va être au milieu va être du code PHP. On verra qu'on peut mettre du JavaScript également. Mais à aucun moment, je vais mettre du code Delphi. Je vais aller enregistrer tout ça. Si je m'amuse à regarder ce qui a été généré, on va se rendre compte qu'on a un fichier démo1.h5b, donc HTML5 Builder PRJ, projet. D'accord, donc ça serait l'équivalent de mon fichier DPR en fait sur Delphi, si on voulait donner une comparaison. Je vais ensuite retrouver mon fichier uni1.php qui correspond à mon code PHP, d'accord, c'est bien uni1.php, il est là, c'est mon code PHP, ok. Et ensuite un fichier unit1.xml.php. Donc mon fichier H5B PRGI, donc je l'ai dit, c'est un petit peu l'équivalent de mon des proches, d'accord, DPR, pardon. Donc c'est mon fichier projet. Dedans, je vais retrouver le numéro de version et je vais retrouver en fait tout simplement la liste des fichiers qui constituent mon projet. On est d'accord que dans le fichier projet, en fait, est un fichier projet qui ne sert que dans l'IDE. À aucun moment, j'ai besoin de ce fichier en déploiement pour utiliser mon application. C'est simplement dans l'IDE pour savoir quelles sont les unités qui composent mon projet. Ça s'arrête là. Le fichier unit1.php, ça pourrait être l'équivalent du point pass dans Delphi, d'accord. C'est là où il va y avoir mon code. Ça correspond bien à la partie code qui est ici. Je m'amuse à le regarder, hein, c'est bien le code que PHP que j'ai dans l'outil directement. Et le fichier unit1.xml.php, ça pourrait être l'équivalent en fait de mon fichier DFM. C'est tout simplement un fichier XML qui va contenir les propriétés de mes différents composants sur ma page web PHP. Donc ça veut dire ensuite que je suis là en conception et que je vais pouvoir prendre des composants dans la palette d'outils, comme je le fais dans le RAD Studio, d'accord. Si je vais dans Standard, je vais retrouver les composants traditionnels que je vais pouvoir positionner. On a les mêmes aides que dans le RAD Studio, d'accord. Sauf qu'on ne les a pas dans le FireMonkey, je sais, mais dans la VCL, les alignements. Donc je vais positionner mes composants directement en fait. Et sur chacun des composants, je vais retrouver bien entendu toute une série de propriétés. Une grande majorité de propriétés sont des propriétés que j'ai l'habitude d'avoir, que je connais déjà avec la VCL, d'accord. Donc je vais construire de cette manière-là ma page web, encore une fois. Je vais pouvoir positionner mes composants. La palette d'outils fonctionne comme on a l'habitude d'avoir dans le RAD Studio. Hein, j'ai bien les différentes rubriques, d'accord. Je pourrais déplacer des rubriques pour les positionner dans l'ordre que je veux. J'ai également en haut la zone de recherche dans la palette d'outils, d'accord, qui me permet, comme dans le RAD Studio, en tapant, d'avoir directement de filtrer
et de pouvoir avoir directement les composants qui vont m'intéresser. D'accord? Donc on va trouver directement tous les composants. Chaque composant va avoir ses propriétés. Hein. On trouve bien ici le caption du bouton. Ok, je peux jouer sur les propriétés directement. On a des propriétés, bien entendu, qui sont des propriétés un peu plus particulières au niveau du web, mais on retrouve une grande majorité de propriétés qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude, un cursor, color, font, int, left, parent color, parent font, et ainsi de suite. Okay, donc ça fonctionne bien comme dans Delphi. On retrouve bien nos composants. J'ai mes propriétés sur chacun des composants. On le voit en bas, puisque j'ai cliqué ici sur basculer la visionneuse de balise. On peut voir également le code qui sera généré en fonction des composants que je vais avoir. On peut remarquer au passage voilà, les différents styles qui seront mis en place, en fait, qui vont tout simplement reprendre les polices de caractères, les hauteurs, les largeurs, et ainsi de suite. D'accord. Cette zone qui est ici est une zone qui est en lecture seule, d'accord. À aucun moment, je peux faire une modification dedans pour pouvoir mettre à jour mon code. En fait, tout simplement parce que ce qui est généré ici, c'est tout simplement ce qui est défini dans les propriétés et autres. Donc, si je voulais définir la largeur, d'accord, il me suffit tout simplement d'aller dans les propriétés ou de le faire à la conception, d'accord. Et on voit bien automatiquement que ma largeur est bien reprise en compte. Ok. Pardon. Au passage, on remarque quelque chose qui est intéressant. C'est ce qui, on s'en servira plusieurs fois dans le développement. C'est que chaque composant, en fait, qui est généré, quand il sera généré au niveau du code, on retrouvera, en fait, un ID, qui correspondra tout simplement au nom du composant. Donc ici, si je regarde sur mon bouton, on voit bien qu'il a un ID qui est bouton 1. Pareil pour le mémo, il a bien un ID qui est mémo 1 et ainsi de suite. Ce qui me permettra de faire différentes choses, on verra un petit peu plus tard. On est d'accord que si je reviens sur la partie fichiers qui ont été générés, si je regarde donc dans les fichiers qui ont été générés, on l'a dit, j'ai mon projet, j'ai mon fichier PHP, mon fichier XML PHP. On est d'accord que si je m'amuse à prendre ça et à le déployer sur un serveur PHP, forcément ça ne marchera pas, tout simplement parce que il va lui manquer toute la librairie de composants et tous les fichiers qui constituent la librairie de composants. Tout simplement, quand je suis dans mon application, en fait, j'ai bien entendu possibilité de la tester moi en local. Hein. On est d'accord que si j'exécute ici mon application, il y a un mini serveur web qui est intégré, un serveur Apache en fait, qui est intégré au HTML5 Builder. Et on retrouve bien donc ma page avec mon composant edit, mon bouton et mon menu. D'accord. Donc bien entendu, j'ai possibilité de tester sans avoir besoin de de déployer mon application. Par contre, à partir du moment où j'aurai besoin de mettre en production mon application, il me faudra la déployer. Et pour ça, il ne me suffira pas juste d'enregistrer. D'accord. Il faudra que je revienne sur la partie accueil. Donc attention à ça, c'est une habitude à prendre également. Très souvent, il y a pas mal d'opérations, notamment pour le déploiement et autres, où je vais avoir besoin de retourner sur la partie accueil. Par contre, ce n'est pas parce que je suis sur la partie accueil que ça veut dire que j'ai fermé mon projet. Si je reviens sur code ou sur conception, je me retrouve bien donc sur mon projet, il n'y a pas de problème. Et sur la partie accueil, on a notamment le gestionnaire de projet qui va me permettre de voir les différents fichiers qui constituent le projet. Mais également, je vais avoir 3 rubriques de déploiement, une qui est spécifique au mobile, on n'en parlera pas aujourd'hui, et une qui s'appelle déployer, et une qui s'appelle déploiement client.
on va voir la différence justement en parlant des fichiers, des projets web, serveurs et clients. On va voir la différence. Donc si je choisis déployer, je tombe sur un wizard, d'accord, dans lequel je vais avoir suivant, je vais faire suivant. Il va me demander un chemin, donc on va mettre un ici par exemple. On va lui préciser ce chemin-là. Je vais faire suivant. Ok, il m'a déployé tout ça. J'aurais pu cocher pour avoir le processus détaillé. Je vais terminer, d'accord. Il revient au début du wizard. Je peux revenir ici en conception. Et si je vais dans mon répertoire out, je vais bien retrouver mon fichier PHP, mon fichier XML.php. On est d'accord encore une fois que le fichier projet n'est pas du tout dans le déploiement, ce qui est logique. Encore une fois, ce fichier projet n'est là que pour l'IDE, pour lui indiquer quels sont les fichiers qui constituent l'application. Et j'ai un répertoire RPCL dans lequel je vais trouver toutes les librairies PHP et JavaScript qui sont nécessaires à ma librairie de composants. Il n'y a pas de sélection, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas, lorsque je fais le wizard dans le déploiement, d'accord, il ne se dit pas, ben, il a utilisé un edit, un bouton et un mémo, donc j'aurai besoin que de telle ou telle librairie ou tel fichier. D'accord. Par défaut, il va tout mettre dans le répertoire RPCL, il met tout, ce qui nous permet, donc, quels que soient les composants que j'ai, de toute manière, ça fonctionnera sans problème. Donc là, par contre, une fois que j'ai fait ça, il me suffit juste de prendre ces fichiers, de les transférer sur mon serveur PHP, d'accord, et de lancer ensuite mon browser et d'accéder directement à un point PHP ou le renommer en index si je veux que ce soit l'index, pour pouvoir accéder directement à mon application. On est d'accord ici que le sous-répertoire s'appelle RPCL. Je pourrais décider, par exemple, de vouloir le partager entre, si j'ai différentes applications, différents serveurs web, et ainsi de suite. Si je regarde, en fait, dans la partie développement, donc le wizard, lui, par défaut, il me crée un fichier, un répertoire RPCL, d'accord. Si je regarde dans mon application, en fait, je vais dans la partie code, je vais retrouver en haut de mes unités, d'accord, un require once dans lequel il y a RPCL, et ensuite je vais retrouver mes différents fichiers PHP. D'accord, donc ce qui veut dire que si je veux changer ce répertoire, il faudra tout simplement que je pense également à aller faire les modifications dans mon code de manière à ne pas aller pointer sur le fichier RPCL, mais sur les autres répertoires pour être un sous-répertoire, donc dans ce cas-là, // et puis ainsi de suite. D'accord. Donc on est d'accord par contre qu'ici on a créé une application serveur web, d'accord, on voit bien c'est des fichiers PHP, ce qui veut dire que pour pouvoir fonctionner bien entendu cette application, pour que je puisse déployer cette application, il faudra que je la déploie sur un serveur sur lequel il y a un serveur PHP, d'accord, un serveur web et tout ce qu'il faut pour le PHP qui soit installé. D'accord, on est bien sur une application serveur web. Tout simplement pour faire la différence, on va fermer tout ça, on va revenir donc à l'accueil, on va aller dans Nouveau. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a une application web serveur et on a la possibilité de créer une application web client. D'accord, donc je vais créer une application web client. Au premier abord, ça peut paraître identique, j'ai bien mon unité, je vais pouvoir positionner mes composants, d'accord, de la même manière. Ok, donc pour le moment, je peux me dire, bah, ok, pas de différence, d'accord. Par contre, si je m'amuse à faire F12 et de passer sur la partie code, je vais me rendre compte ici, puis en fait, je peux m'en rendre compte avant dans le nom de l'unité, en fait, tout simplement, qu'on n'est pas sur du PHP, mais on est sur du JavaScript ici, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'ici, tout le code sera exclusivement du code JavaScript. D'accord.
Si je m'amuse à aller enregistrer tout ça, on voit bien cette fois qu'il m'a généré des fichiers JavaScript. Il m'a généré également des fichiers PHP, mais en l'occurrence, c'est juste pour, dans l'IDE, en fait, pour pouvoir fonctionner et faire tout fonctionner correctement. Mais sinon, on voit bien ici qu'on a un fichier HTML et un fichier JavaScript. D'accord. Et si jamais je m'amuse à aller à retourner sur l'accueil, d'accord. On a vu tout à l'heure qu'on a les possibilités de déployer, mais j'ai également une option qui est déploiement client. Donc dans le cas où je suis sur une application cliente, je vais utiliser le déploiement client. Je tombe sur un wizard également, d'accord. Je vais faire suivant. Il m'a demandé de la même manière un répertoire de destination. On va faire pareil, on va lui faire un répertoire out ici. Les fichiers, ok. On voit bien cette fois, par contre, qu'on a un fichier HTML, un fichier JavaScript, un fichier, même si c'est un ensemble PHP, c'est bien un fichier JavaScript, fichier CSS, un sous-répertoire RPC-LB dans lequel on a des répertoires que JavaScript, jQuery mobile, l'Ajax, d'accord. Ce qui veut dire qu'on a créé une application cliente qui, contrairement à l'autre application, d'accord, dans laquelle on avait bien du PHP, qui va nécessiter un serveur web et du PHP pour pouvoir fonctionner. Ici, j'ai une application cliente, en fait, que je peux prendre directement. J'ai juste à la copier sur le poste client qui m'intéresse, et elle va être complètement autonome, elle va fonctionner toute seule. D'accord? Je n'ai plus qu'à ouvrir mon unit4.html. Encore une fois, là, on ne l'a pas fait dans l'IDE, hein, on l'a fait direct, on a ouvert directement le fichier HTML. Et il n'y a pas de problème, mon application est là, avec ses boutons, on n'a pas mis de code pour l'instant, mais ça serait la même chose, d'accord. Donc, avec l'application cliente, j'ai possibilité de créer une application qui est une application autonome, qui ne nécessite pas de serveur web. D'accord. C'est la principale différence entre les deux types d'applications. Est-ce que je crée une application serveur ou est-ce que je crée une application client? D'accord. Et on est d'accord qu'à partir du moment où je crée une application cliente, on l'a vu en fait dans l'IDE, si je reviens ici dans la conception, on le voit bien ici dans le code, ça n'est que du JavaScript. À aucun moment je vais mettre du PHP. D'accord? Donc la principale différence entre les deux, c'est ça, c'est que l'application client, je ne fais que du JavaScript. Dans l'application serveur, je peux bien entendu avoir du JavaScript, mais je veux également avoir du PHP. Par contre, ça implique que l'application serveur, contrairement à l'application cliente, va nécessiter un serveur web. On est d'accord que ici, si je m'amusais à ouvrir mon fichier j'ouvre mon fichier PHP, forcément, ça ne marche pas en fait. C'est pas une fiche où ces fichiers, même si je mettais. D'accord, il n'en veut pas. J'ai besoin d'un serveur web, j'ai besoin que le PHP soit installé, et ainsi de suite. Je ne peux pas exécuter cette application comme ça, quoi, en fait. Alors que l'application cliente, j'ai juste à ouvrir le fichier HTML, d'accord, hop, et automatiquement j'ai accès à mon application sans aucun problème. Refresh. Donc la principale différence entre les deux, c'est vraiment ça. L'application cliente est complètement autonome, c'était pas là,
OK. Et j'ai donc bien là mon application qui est complètement autonome, qui ne nécessite rien, donc que je pourrais prendre, en fait, je peux prendre cette application, d'accord, copier ça, je sais pas, sur une clé USB, mettre ça sur n'importe quel PC, le lancer, j'ai besoin d'un browser, et puis c'est tout. D'accord. Par contre, si je fais du code dans cette application, je ne fais que du code JavaScript. OK, on a tout fermé là. Si on revient, quand on revient dans l'accueil, on a une rubrique récent qui me permet de voir les derniers projets qui ont été ouverts, ce qui me permet de les réouvrir directement. Donc, si je reviens sur le projet serveur web, d'accord, on est d'accord, et ça se voit bien ici au niveau du code. Cette fois, par contre, je vais pouvoir faire du PHP. On verra après qu'on peut également faire du JavaScript. D'accord. Donc ici, en fait, sur mes composants, j'ai une rubrique événement, d'accord. On voit ici que j'ai déjà un événement on-click, tout simplement parce que j'ai double-cliqué sur le bouton. Comme dans le RAD Studio, il me génère automatiquement la fonction de bouton on-click. D'accord. La partie conception, on l'a vu, il y a une grande partie des choses qui existent dans le RAD Studio qui sont disponibles. Alors, on ne va pas retrouver les alignements, les onshore ou ce genre de choses. D'accord. Par contre, on est dans du web, n'oublions pas, on n'est pas dans du Windows. Donc, c'est pas aussi simple que ça pour tout. D'accord. Si je double-clique, je vais bien tomber sur la fonction bouton un clic, d'accord, et je vais pouvoir ici avoir de la complétion, comme j'ai l'habitude de l'avoir dans Delphi. Donc si je fais CTRL espace, d'accord, ben, je vais tout simplement retrouver la complétion. Il va me proposer tout ce que j'ai possibilité d'appeler. Encore une fois, on ne fait pas du Delphi, on fait du PHP. Je vais donc utiliser mon 10. Ensuite, je retrouve mon edit 1. C'est pas point, c'est moins et supérieur. Et ici, je vais trouver toutes les propriétés ou les fonctions qui existent sur mon composant. Donc, bien entendu, on va trouver par exemple la propriété texte. Égal, pas de point égal. D'accord. Si je mettais de point égal, d'accord. Jour. Okay. On voit bien automatiquement, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il m'a souligné en fait le deux points égal, d'accord, pour m'indiquer qu'il y avait une erreur. Et de la même manière, si je regarde ici dans la structure, je vais voir ici que j'ai l'affichage d'une erreur. D'accord, si je double-clique, il me positionne directement sur l'erreur. Alors attention, encore une fois, on est sur du web, on n'est pas sur du développement Windows ou du développement natif traditionnel, d'accord. Donc, il n'y a pas de compilation d'application. Même si j'ai une erreur, il faut surtout pas se dire, avoir un réflexe Delphi, dire, bah, de toute manière, quand je vais exécuter, il va m'empêcher parce que j'ai une erreur. D'accord, il ne m'empêchera pas ici, si je lance mon application, de lancer mon application. Bien entendu, la page ne peut pas s'afficher parce qu'il y a une erreur dans la page. D'accord, mais à aucun moment, il m'empêche de l'exécuter. Encore une fois, il n'y a pas de compilation. Mais ceci dit, ça se voit, c'est bien souligné ici. J'ai également l'erreur qui est indiquée ici. Donc il faut bien entendu apprendre un petit peu le codage en PHP et en JavaScript. Ceci dit, on remarquera qu'il y a pas mal de choses qui sont relativement proches. Là, on a bien une point virgule à la fin, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre mon code. On voit bien qu'on a, comme dans Delphi, l'indication des numéros de ligne, la coloration, d'accord, le vert, et puis ici c'est jaune parce que c'est pas enregistré. Dès que je vais enregistrer, automatiquement tout va passer en vert. J'ai le code folding avec la possibilité de replier le code, ok, ça existe également. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire du debug également, et mettre des points d'arrêt, comme j'ai l'habitude de le faire dans Delphi. D'accord. Si j'exécute ici, alors, pas ce bouton-là, puisque c'est bien indiqué, c'est exécuter sans débugger, exécuter en mode debug, ou le F9, qui existe toujours, comme on a l'habitude d'avoir dans Delphi. Je vais pouvoir ici, par exemple, j'ai oublié de mettre mon point d'arrêt, je vais pouvoir ici mettre un point d'arrêt, d'accord. Et sur ma page web, hop, ça c'est là, l'aide qui vient, automatiquement, quand je clique, j'ai bien mon point d'arrêt qui est exécuté, d'accord, j'ai possibilité de récupérer les informations, d'accord, pour savoir ce qu'il y a sur les variables, mes composants et autres, et ainsi de suite. D'accord. Comme j'ai l'habitude de le faire en Delphi. Les mêmes raccourcis F8, F9 après pour continuer.
on retrouve le bouton qui est apparu ici, qui va me permettre d'arrêter l'exécution de l'application. Et donc, quand je fais F9, j'ai bien mon code qui est exécuté. On va juste enlever le point d'arrêt, d'accord. D'accord, donc juste, j'ai oublié de montrer, pardon, quand j'exécute ici, on a également un onglet débugage qui me permet de voir les valeurs, par exemple des variables globales ou ce genre de choses, des composants qui me donnent plus d'informations que lorsque je reste sur l'onglet code. D'accord. De la même manière, quand je suis sur l'onglet débugage, je l'appelle, et j'ai également, comme dans Delphi, en fait, la possibilité d'évaluer, de modifier des valeurs. On a ça également dans RHADStudio, donc c'est pas une nouveauté, une particularité du HTML5 Builder, où on reprend des tas de choses qui existent dans RHADStudio. D'accord. Donc c'est très pratique, on a la possibilité de créer facilement une application. On voit bien qu'on est, notre écran représente bien ce qu'on a créé, ce que j'ai créé ici, d'accord. J'ai bien la même représentation, j'ai bien la même fenêtre, d'accord. Mes composants sont bien positionnés de la même manière, on le voit, et mon code est bien exécuté. Par contre, on voit également, pardon, je vais enlever le point d'arrêt. Lorsque j'exécute mon application, alors je ne sais pas si ça se voit bien chez vous, quoi, mais à chaque fois, ici, j'ai un rechargement complet de la page, d'accord, lorsque je clique. Tout simplement, je suis sur un événement classique, donc qui appelle le serveur, et le serveur me renvoie la totalité de la page. On verra un peu plus tard qu'on peut également faire du JavaScript et utiliser Ajax, d'accord, de manière à ne pas avoir ce genre de choses. Si je m'amuse ici à afficher le code source de la page, on va bien retrouver le code qui a été généré, hein, et on retrouve bien au passage ce que j'avais dit tout à l'heure. Si je regarde mon edit, il est ici, il a bien un ID qui est edit 1, de la même manière que mon bouton va bien retrouver un ID qui est bouton 1, et pareil pour le mémo, avec les noms et les ID, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, c'est le code qui sera généré directement par mon application. Ok. On va faire une petite pause. Après, on va parler justement de la partie JavaScript, des autres événements. Je vais regarder vos questions, parce que je crois qu'il y a quelques questions. Je vais répondre à vos questions. Après, on va faire une petite pause et puis on reprendra après. Ok. Alors, question. C'est vrai qu'on n'a pas vu de questions tout à l'heure après les autres. Donc, disparition de prisme. La question, c'est ça, c'est ce qu'il y a disparition de prisme. Pardon. Donc oui, dans la X4, un des changements dans l'arrivée de la X4, c'est le fait que l'outil Prism est disparu. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin ou si vous avez envie d'avoir accès à Prism, il faudra aller Prism X4, d'accord. Il faudra aller le récupérer chez RemObject. D'accord. Une page d'éléments spécifique qui a été générée qui parle de ça justement. Ce qui est sûr, c'est que dans la X4, vous ne trouverez plus Prism X4. Apparemment, dans la prochaine version iOS, il y aura probablement, je vais y arriver, des changements de look. Comment ça se passe avec le développement d'applications iOS avec Delphi? Delphi
ne se base pas sur le framework Apple iOS. À chaque modification du look, il faudra attendre une prochaine mise à jour de Delphi. Alors, c'est vrai qu'on a un style qui reprend le look des applications iOS. Il faut savoir qu'il y a une partie des composants qui, eux, par contre, font des appels directs au framework Apple iOS, donc eux ne seront pas concernés parce qu'elles s'adapteront bien automatiquement. Alors, il y aura très certainement des mises à jour et tout ça. Ceci dit, à partir du moment où il y aura une nouvelle version d'iOS, on est d'accord que ne serait-ce que si on laisse même de côté la partie visuelle, ne serait-ce que pour que la compilation prenne bien en compte toutes les nouveautés de la nouvelle version d'iOS, il faudra forcément, oui, qu'il y ait peut-être une mise à jour ou ce genre de choses. On est bien d'accord là-dessus. C'est comme lorsque vous achetez le Delphi, aujourd'hui, le RHAStudio X4 est compatible Windows 8. Demain, dans 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, Microsoft sortira une nouvelle version de Windows. Forcément, il faudra qu'on fasse une mise à jour du Delphi. On ne pourra pas garantir le support de la nouvelle version de Windows avec une version de Delphi qui est sortie avant cette version de Windows, tout simplement parce qu'il n'y aura eu aucun test. Donc c'est le même principe de toute manière. On a la même chose dans Delphi sur Windows, sur macOS, ou ce genre de choses, quoi. Et de toute manière, Embarcadero fournira les différentes mises à jour et tout ça, et suit les différentes versions, il n'y a pas de problème là-dessus. Le dossier RPCL peut-il être dans un autre répertoire qu'un sous-répertoire pour mutualiser entre plusieurs projets sans avoir besoin de créer des règles à page pour le binder? Donc oui, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, on l'a dit, dans ce cas-là, il faudra bien penser à faire des modifications dans son code, d'accord, dans les différentes unités pour pouvoir les pointer sur les bons répertoires. Ensuite, bonjour, est-ce que HTML5 Builder peut gérer une disposition automatique des contrôles de façon à ce qu'ils s'adaptent à la définition de l'écran où ils vont être affichés, écran d'iPad, iPhone, PC, ou bien doit-on faire une appli pour chaque type de machine? On peut le faire en PHP Boot, c'est sûr, mais HTML5 Builder peut le gérer automatiquement. On va parler des layouts après, donc on verra comment on pourrait utiliser justement les layouts par rapport à ça. D'accord. Et par contre, sur la partie mobile, on en parlera la prochaine fois. Donc ça concerne également iPad, iPhone, si vous parlez de tout ça. Vous verrez qu'on utilise jQuery mobile qui justement s'adapte automatiquement en fonction des différentes plateformes. Mais après la fois, justement, on parlera des layouts, on verra un petit peu ce que ça permet de faire. D'autres questions? Non, pas de questions. On va faire une petite pause alors. Ok, pause café, pause pipi. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.